Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, alors déjà, j'ai pu bénéficier ce matin d'un article dans la presse qui m'a permis d'affiner mon intervention. Il y avait beaucoup d'éléments qu'on retrouve aujourd'hui, donc ça m'a permis un peu d'adapter mon intervention. Je vais essayer de poursuivre comme ça, si ça vous plaît. C'était bien, oui. Donc je souhaite commencer mes propos déjà en félicitant les 54 jeunes collégiens et collégiennes élus pour représenter leurs camarades au sein du Conseil départemental des jeunes pour les 2 prochaines années. Leur installation le 9 novembre dernier et les échanges qui ont lieu au cours de cette séance ont démontré toute la pertinence et l'utilité de l'existence de cette Assemblée. Je crois sincèrement que nous avons beaucoup et autant à apprendre d'eux qu'ils ont à apprendre de l'aventure formidable dans laquelle chacun et chacune s'est engagé pour les 2 prochaines années. Les débats ont été animés sur la question du harcèlement, de la restauration scolaire notamment, et nous devons d'entendre ces jeunes sur l'ensemble de ces sujets. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, vendredi dernier, c'est pour ça qu'on a décalé notre session aujourd'hui, le Président de la République était en visite à Dijon, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. J'ai écouté attentivement son discours. Il faut désormais qu'il soit suivi d'actes. Rappelons qu'en France, en 2022, on recense 121 féminicides, soit déjà plus que l'année précédente. Plus de 225 000 femmes sont victimes de la violence de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année. Ces chiffres sont terrifiants et appellent une réponse forte de l'État, mais aussi des collectivités. Et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la Côte d'Or est engagée dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. Mais il nous faut aller plus loin, car notre département a l'occasion d'être exemplaire et moteur en la matière. J'empiète un petit peu sur un rapport qui aura lieu de la commission permanente qui se tiendra cet après-midi. Mais dans ce rapport, il est précisé que les places d'hébergement pour les femmes victimes de violences sont encore insuffisantes sur le territoire en dehors de l'agglomération dijonnaise. Cette situation n'est pas acceptable et tous les acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes doivent travailler à des solutions pérennes pour lutter contre cet état de fait. Se pose également la question de la réponse judiciaire face aux actes de violence. Et on constate malheureusement que c'est un service public qui là aussi est fortement dégradé. La semaine dernière, les 2 principaux syndicats de la magistrature appelaient à nouveau à une mobilisation pour dénoncer le manque de moyens alloués, et ce malgré les annonces du gouvernement. Des tribunaux vétustes, des magistrats et avocats épuisés, des décisions qui mettent des mois, voire parfois des années, à être rendues et à être tout autant exécutées. La justice est à bout de souffle dans notre pays et nous sommes solidaires des syndicats qui se mobilisent pour exiger des conditions de travail correctes et dénoncent une justice au rabais. Service public de la justice, de la santé, de l'éducation, de l'emploi, avec des craintes exprimées par certains personnels de Pôle emploi suite aux réformes annoncées de l'assurance chômage. Tous sont aujourd'hui au bord de la rupture, alors que nous sommes encore en pleine crise économique, avec un coût de la vie, et vous l'avez rappelé, en hausse constante. Vous n'êtes pas socialiste, tout du moins, pas encore. Mais je suis sûr que vous vous reconnaissez comme nous dans cette maxime de Jaurès. Je cite, « Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. » Et puisque ni vous, ni moi ne sommes au gouvernement, en tout cas pas encore, le sujet qui doit intéresser notre Assemblée est de savoir comment nous pouvons, nous, conseillers départementaux de la Côte d'Or, préserver ce patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et c'est tout le débat c'est tout l'objet autour du débat d'orientation budgétaire qui va occuper une bonne partie de notre session aujourd'hui. Quel service public, quelle politique souhaitons-nous proposer aux Côtes-d'Oriens pour l'année à venir? Avant d'aborder la question de fond, je voudrais d'abord remercier les services. Je crois qu'on l'a fait en commission, mais
et notamment le service de la direction financière pour la rédaction du rapport sur les orientations budgétaires. C'est le fruit d'un travail d'une très grande qualité. Il expose de manière à la fois très complète et très claire le contexte et les contraintes qui s'imposent à notre collectivité pour la préparation de ce budget. Je parle des contraintes car c'est bien ça dont il sera question en 2023. Avec la hausse très importante de certaines dépenses, notamment liées à la crise inflationniste, et dans le même temps la suppression de la cotisation de la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, une incertitude sur la pérennité des recettes des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO. Comment faire plus? Comment faire mieux quand on a moins? Et parce que nous sommes une opposition constructive, force de proposition, je vais vous apporter une réponse éventuellement à cette question. Monsieur le Président, il faut aborder ce budget avec une vision stratégique pour notre département et donc investir. Investir pour les services publics, pour leur territoire, pour les habitants de notre département. Les chiffres présentés dans le DOB que vous venez vous-même de faire nous rappellent régulièrement que le Conseil départemental dégage encore chaque année une épargne nette permettant de financer un certain nombre d'investissements en maintenant un niveau d'endettement bas. 6 ans, tellement bas d'ailleurs qu'il se situe 4 années en dessous du seuil d'alerte fixé par le gouvernement pour les départements. Si vous étiez, Monsieur le Président, un particulier ou une entreprise, je saurais vous féliciter pour une gestion de votre budget. Mais ici, nous parlons d'un budget d'une collectivité, d'argent public. Et l'argent public, Monsieur le Président, on l'investit, on ne le thésaurise pas. Et particulièrement en temps de crise. Et cette ligne, vous la connaissez, c'est celle que nous tenons depuis des années et nous regrettons de ne pas être entendus. Par exemple, pour l'investissement dans la rénovation énergétique du patrimoine départemental, nous avons régulièrement demandé à ce que les crédits inscrits pour ces rénovations soient augmentés avec la mise en place d'un plan pluriannuel ambitieux pour limiter l'impact sur le climat d'une part et réduire la facture énergétique d'autre part. Si vous aviez été à l'écoute de ces propositions, l'impact aujourd'hui de la crise financière sur les collectivités avec l'hausse du coût de l'énergie aurait été moins important. L'investissement des collectivités, c'est aussi de l'argent injecté dans l'économie locale. On vous entend souvent regretter que le département ait perdu la compétence économique. Mais nous pouvons agir pour les entreprises en investissant. C'est pour cela que nous regrettons que le gouvernement et les gouvernements depuis longtemps s'obstinent à vouloir réduire les dépenses des collectivités dans le cadre actuellement de contrats dits de confiance. Et c'est le sens du vœu que nous avons présenté lors de la négociation qui s'est représentée. Mais je crois que mon collègue Patrick Audard aura probablement l'occasion de vous en reparler. Donc, vous avez retenu le message principal. Il faut donc investir dans le patrimoine, certes, mais également dans l'humain. Nous avons désormais un peu de recul sur les différentes crises qui ont traversé notre pays depuis près de 3 ans. Et toutes les études qui ont été réalisées, il ressort systématiquement, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, que la pauvreté, bien sûr, elle s'intensifie sur tout le territoire. Si on pouvait craindre dans un premier temps que le nombre de personnes précaires augmente de manière très importante, il semble en fait que la tendance soit plutôt un glissement de la pauvreté à la très grande pauvreté. Aujourd'hui, vous pouvez en France être étudiant ou avoir un emploi et être dans une situation de grande pauvreté. Cette réalité est bien sûr inacceptable, d'autant plus qu'on sait que de l'autre côté de la société, la richesse est de plus en plus importante. Les pauvres sont plus pauvres, les riches sont plus riches. C'est la représentation nationale qui doit le traiter, bien évidemment, on est d'accord. Mais en tant que collectivité et chef de file de l'action sociale, nous avons aussi fort à faire pour accompagner cette nouvelle forme de précarité. Investir pour la transition écologique, investir pour l'action sociale, investir dans l'humain, investir. Et c'est le modèle que nous vous proposons pour l'élaboration du budget 2023, une approche stratégique
qui tranche avec une gestion patrimoniale et prudentielle, voire attentiste, qui nous est présentée aujourd'hui dans ce rapport d'orientation budgétaire. Je vous remercie.